Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, j'espère que je vous ai manqué hier. Oui, j'avais oublié de le repréciser dans les vidéos, c'est pour ça que j'ai fait un post dans l'onglet communauté. Je l'avais dit il y a 2-3 jours et puis j'ai oublié de le repréciser. Oui, j'étais pas chez moi, donc voilà, donc j'ai pas pu voir l'étape. J'ai pas pu voir aussi énormément de la journée des Paralympiques. Mais voilà, c'était prévu, on va dire. Enfin, ça s'est fait un peu à la dernière minute, mais je vous avais dit que c'était possible et je vous avais pas reprécisé. Je m'en suis aperçu quand j'étais plus chez moi. Donc voilà, je me suis dit, bon, la meilleure solution, c'est de faire un petit commentaire de ce type-là. Bon, on va faire un retour rapide sur l'étape numéro 12. On parlera de cette étape numéro 13 avec bien entendu le résumé du jour, les coureurs au top, les bonnets d'âne pour cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre rose cote. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. En ce moment, pas de short et de TikTok. Bon, sur la Volta, ça sera mort. On le fera peut-être pour les championnats du monde. Mais ouais, en ce moment, en fait, à chaque fois, en fait, soit j'ai un autre truc à faire. Là, par exemple, il fallait que j'upload la vidéo des Paralympiques. Donc, il y a toujours un autre truc, là, en ce moment, après l'étape. Donc, voilà, en ce moment, pas de short. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur les miniatures, sur les notifications, plus les vidéos sont mises en avant et peuvent attirer un nouveau public et développer la chaîne. Je remercie les gens qui font cet effort-là également. On va revenir déjà sur l'étape numéro 12. Étape numéro 12 hier, la belle histoire du jour. Alors il n'y a pas eu une grande course. Bon, j'avais bien ciblé l'étape, on va dire. Mais il y a eu quand même une belle histoire avec la victoire de Pablo Castrillo. Déjà, c'est bien parce que c'est un coureur de 21 ans qui fait quand même un excellent Tour d'Espagne depuis le début de course. Et puis l'histoire autour de la Carne Pharma, parce que le matin même, on apprend la mort du fondateur de l'équipe d'un cancer qui avait fondé donc l'Isarte, qui est la formation qui est un peu comme le Vendée U pour Total Energy. C'est un peu comme Jean-René Bernaudot meurt. Et vous avez un coureur de la Total Energy qui s'impose sur le Tour de France. Bah là, c'est ce qui s'est produit. Et c'est une belle histoire. Voilà, une belle histoire hier pour Pablo Castrillo, qui était bien entendu très très ému après l'arrivée. Et puis en plus, Pablo Castrillo hier, il y a toute cette émotion sur une arrivée finale qui était très roulante. Mais il bat quand même du beau monde parce que l'échappée, il y avait Solé, pardon. Oui, quand on me reproche de dire Solé, je rappelle, c'est la prononciation en catalan, Solé. C'est un peu comme Axel Zinglé. Si on prononce à la française, normalement c'est Axel Zingle, mais on prononce à l'alsacienne. Donc si je le fais pour Axel Zinglé, je le fais également pour Marc Solé. Voilà, je précise, parce qu'on me l'a encore remarqué dans les commentaires. J'ai déjà dit plusieurs fois, ça a déjà été dit aussi à plusieurs reprises dans les courses de cyclisme, mais voilà. À l'espagnol, on devrait prononcer solaire, mais c'est comme... Enfin, si je prononce à la française, je dis Tim Merlier, pas Tim Merlier. Voilà, il y a les accents. J'essaye de respecter les accents, sauf dans les cas où c'est compliqué. Je pense Vingegaard, Boonen, je le dis toujours, Tom Boonen en France on le prononce comme de la merde, mais qui sont des cas où la prononciation locale est extrêmement complexe à reproduire. Mais même Almeida, maintenant j'essaye de prononcer Jean Almeida parce que c'est une sorte de truc comme ça, on va dire. On m'a dit hier également que ça se dit pas Meurisseux, hein, ça se dit Meurice. Parce qu'on m'avait dit, oui, parce que Jackie Durand disait Meurisseux, on me disait peut-être que j'ai pas la bonne prononciation, non, c'est Meurice. Et donc, Soleil, parce que c'est du catalan et pas de l'espagnol, enfin pas de l'espagnol. Mais comme les noms basques, c'est quand on dit Benat Injosti, normalement on devrait dire Benat Inzosti, comme ça, avec le X, sauf que ça se dit pas comme ça, c'est comme Vicente Lizarazu. Normalement, on doit dire Bizente. On dit Bichente parce que c'est du basque. Voilà. Donc, un petit peu de logique. Bon, on commence tout de suite. Donc, cette étape, voilà, avec Pablo Castrillo. Belle émotion à l'arrivée. C'est ça aussi le sport. Ça permet de transmettre des émotions et parfois, c'est pas toujours joyeux. Voilà, avec Pablo Castrillo, mais qui a battu du beau monde devant Sevenante aussi. Verona. Des beaux baroudeurs hein, quand même. Mentis qui était là. Qui n'est pas dans une grande forme olympique, hein, Luis Mentis en ce moment. Le coureur sud-africain. Il fait quand même une année difficile. Je ne sais même pas si c'est pas ses premiers points UCI de l'année à Mentis hier.
On va vérifier ça parce que ça m'intrigue. Je sais pas si ça va s'afficher rapidement. Voilà, ma connexion est toujours au top, hein. Ça n'a pas changé. 30 points essayés, non, il en avait marqué quelques-uns avant. Mais bon, il est à 196 points UCI dans l'année. Il en avait marqué 60 sur le Tour de France. Voilà, 196 points UCI. Hein. Quand même pas la folie du côté de Mentis. C'est pas ses meilleures saisons. Lui qui a encore un an de contrat avec Intermarché l'année prochaine. On passe tout de suite à la réalisation de l'étape du jour. Catastrophique encore. Hein. Non, je pensais pas à dire ça, mais bon, je regrette presque Anthony Forestier. Parce que Antonio Del Bosque, pas top, hein, la version espagnole. Putain, c'est quand même exceptionnel. Le Giro, on sait le côté chauvin du Giro. C'est à viser plutôt les coureurs italiens. C'est même pas le cas là sur ce Tour d'Espagne. C'est-à-dire que c'est fou quand même. Comment on a beaucoup vu Woods, on a beaucoup vu Roglic. Par contre, Landa, Carlos Rodriguez, par exemple, Enric Mas, on ne le voit pas tant que ça, on voit plus que Carapaz que Enric Mas. Enfin, il y a quand même beaucoup de coureurs qui passent à la trappe de la réalisation. Et c'était encore un peu un calvaire aujourd'hui, avec notamment la chute qui est quand vue d'hélicoptère et en plus ils mettent beaucoup de temps avant de mettre les images de la moto avec McNulty. Enfin voilà, ça a été quand même extrêmement compliqué encore cette réalisation. Je pensais pas dire, mais le Giro cette année, je crois la course qui a été le mieux réalisée de l'année. Et je me dis par exemple qu'une course comme l'Étoile de Bessèges est peut-être mieux réalisée qu'un Tour d'Espagne et qu'un Tour de France. Ça fait quand même un peu mal au cucu quand on dit ça. Hein. Bah oui, mais c'est la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que les courses cyclistes sont de moins en moins bien filmées. Et ça ne s'arrange pas avec le temps. Et pourtant, on a de l'évolution technique. Enfin voilà, on a quand même des nouvelles méthodes pour faire du bon boulot. Et on n'arrive toujours pas à filmer correctement. Ça m'exaspère légèrement. Bon, on commence tout de suite avec le résumé du jour. Résumé du jour, eh bien, déjà 2 did not start ce matin, 2 forfaits avec l'Astra et Béré, le jeune grimpeur de la Jaico Alula qui ne prenait pas le départ. Beaucoup d'attaques en début de journée, beaucoup d'attaques sur les 10 premiers kilomètres et à 171 km de l'arrivée, un premier groupe se forme, c'est le début de la première bonne échappée. À l'intérieur, on voit Parra, Marc Solé, Van Aert, Fernandez, Jevine, Lebert, Schmidt, Gugelmi, Campenart, Izaza, Hajduk, Vergalito, Cadengroves, Asgreen, Monique, Vinokourov, mais Nicolas Vinokourov, pas Alexandre, lui il a pris sa retraite, Julius Vandenberg et Enzo de la DSM. Après une dizaine de kilomètres, eh bien cette échappée qui a déjà 1 minute d'avance. Et un deuxième groupe se forme, un groupe de chasse qui reviendra dans ce groupe numéro 1, à l'intérieur duquel on a Woods, Duns du côté de Israël, McNulty, Samouman, Biscara, Chian. Vous avez également Baou, Lemreise, et à 156 km de l'arrivée, ce groupe numéro 2 rejoint ce groupe numéro 1. Il y aura des grands perdants sur cette étape qui n'ont pas réussi à prendre l'échappée. Je pense à la Groupama FDJ, je pense à la Bahreïn ou encore à Intermarché. À 145 km de l'arrivée, à la taux de Campe des Arbrés, Izaza craque. Et au sommet de cette difficulté, à 140 km de l'arrivée, Van Aert passe en tête, Jevine deuxième. Et oui, parce que Van Aert, qui était à égalité avec Adam Yates au niveau du classement de la montagne, eh bien, se retrouve désormais en tête de ce classement de la montagne. Mauvaise opération pour la UAE, et ça va un petit peu se poursuivre pendant cette journée. À 128 km de l'arrivée, le groupe 1 mène avec 6 minutes 15 d'avance sur le peloton. Et on va comprendre assez vite que le peloton ne va pas véritablement suivre cette échappée, ne va pas s'occuper de cette échappée. À 101 km de l'arrivée, Marc Solé attaque avec Vine et Van Aert. On est dans l'Alto au Portello, je ne sais plus, Portel je crois, il n'y avait pas de O à la fin. Et c'est Van Aert qui passe en tête. Solaire et Vine font 2 et 3 à ce moment-là. Le groupe de tête a eu 11 minutes 27 sur le peloton. Cet écart qui va augmenter à 13 minutes 27 à 62 km de l'arrivée. À 48 km de l'arrivée, Campenart attaque. Et en fait, on va avoir beaucoup d'attaques pendant une dizaine de kilomètres. On va avoir Campenart, on va avoir Van Aert, on va avoir Gugelmi qui va même suivre un moment Van Aert.
Et puis tout cela va se stabiliser à peu près 35 km de l'arrivée, où on se retrouve à voir Solé, Van Aert en tête à 5 secondes, Vine, McNulty, Asgreen, Omen, Woods, Schmidt et Leemreize. À 20 secondes, Kampenarts avec Para et Biscara. Et puis à 36 secondes, vers Galito, Lebert, Leinze, Vandenberg et définitivement lâché Tuns, Cades Groves et Moniquet. Le peloton à ce moment-là est à 16 minutes. Et puis à 23 km de l'arrivée, nous avons le bon groupe final, on va dire, avec Van Aert, Vine, Solé, McNulty, Omen, Woods, Schmidt, Leemreize. Et attaque à ce moment-là de Marc Solé. Et à 21 km de l'arrivée, c'est Leemreize qui est lâché. Puis attaque de Van Aert et au Puerto de Lumeros, Van Aert passe en tête, il a récupéré Marc Solé qui va donc se retrouver dans un petit groupe avec également tous ses anciens collègues, Vine, McNulty. Et à 17 km de l'arrivée, encore une mauvaise nouvelle pour la UAE, elle s'enchaîne depuis le début d'étape avec la chute de McNulty et de Jay Vine. McNulty qui tombe vraiment très fort, il passe sous les glissières de sécurité, parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, il y a encore beaucoup de glissières de sécurité où on peut passer en dessous, ce qui a parfois eu des grosses conséquences pour certains coureurs. Et McNulty a eu beaucoup de chance, il ne semblerait pas de fracture pour le coureur américain. Et puis à 4,7 km de l'arrivée, c'est Woods qui part. Schmidt est deuxième, mais n'arrivera jamais à revenir sur lui. Derrière, dans le peloton, on accélère sous l'impulsion de Primož Roglič. Yates va être lâché, puis O'Connor et enfin Carapaz. Mas sera le dernier à tenter de suivre Roglič, mais il explosera en plein vol, rattrapé même par Carapaz dans le final. Et aujourd'hui, Roglič a tapé du poing sur la table et a fait une très bonne opération pour le classement général sur cette étape. Et surtout, il a quasiment récupéré son retard sur un certain Ben O'Connor qui aujourd'hui a perdu une grosse minute 50 dans cette étape. Note de cette journée, 14 sur 20. C'est une belle étape. Moi, je m'attendais à ça. Pour tout vous dire, je m'attendais à ce qu'il y ait du spectacle. Donc, le parcours s'y prêtait avec ce final et ces 5 derniers kilomètres. Voilà, pour moi, c'est une étape qui est correcte, qui fait le travail. Mais j'ai pas été surpris par le scénario. J'ai surpris par le scénario, presque surpris en étant déçu de me dire ah oui, on la laisse vraiment partir et on joue pas la victoire d'étape, donc on se concentre vraiment sur la montée finale. Mais en même temps, cette montée finale était extrêmement dure. Après, on avait bien compris hier que tout le monde se réservait pour aujourd'hui, avec la manière dont ça s'était déroulé sur cette étape. Mais ouais, je m'attendais un petit peu à ça. Donc voilà, 14 sur 20, c'est une étape qui est réussie, c'est une étape qui est correcte. Mais on a compris assez vite, après la chute de McNulty et Jay Vine, et en plus, est-ce qu'ils auraient été en capacité d'aller chercher Woods, parce que sur ce type d'arrivée, là, Woods, il est très fort. Hein. Sur les arrivées comme ça, à 4-5 km avec beaucoup de pourcentage, Woods, il est très dur à battre. C'est plus compliqué maintenant pour lui sur les montées plus courtes, mais sur ces distances-là, il est très fort. C'est un peu comme Joaquim Rodriguez, hein, Woods. Sur la fin de carrière de Joaquim Rodriguez, où il était très fort encore une fois dans la pente, mais puis forcément dans les montées très explosives. Et voilà, bravo pour cette étape, et bravo aux Canadiens, et qui se fait quand même un beau palmarès à Michael Woods, parce qu'on n'en parle pas tant que ça du champion du Canada, mais il a quand même un sacré palmarès. Donc voilà, un beau 14 sur 20 pour cette étape. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top, aujourd'hui, je commence avec Michael Woods. 37 ans le coco quand même, hein, parce que là j'avance. Mais je rappelle que Woods a commencé assez tard. Lui qui faisait à une époque de l'athlétisme et du 1500 mètres, je crois. C'était 1500 ou 5000, je sais plus, Michael Woods, comme épreuve. Lui qui a encore un contrat jusqu'à l'année prochaine avec Israël. Beau petit palmarès quand même, hein. Une étape sur le Tour de France. 3 étapes sur le Tour d'Espagne désormais, 2018, 2020, 2024, et puis deuxième de Liège-Bastogne-Liège aussi, troisième des championnats du monde derrière Romain Bardet en 2018.
16 victoires en carrière, mais alors des belles pour Michael Woods. Il y a Milan-Turin aussi dans ses victoires en carrière. Impressionnant sur ce type d'arrivée. C'était plus dur dans le final peut-être que le Puy-de-Dôme, mais ça ressemblait quand même beaucoup au Puy-de-Dôme dans l'idée. Et c'est le type d'arrivée où il est très dur à battre. Je pense qu'il avait coché l'étape, Woods. Il avait coché une étape il y a quelques jours où il n'avait pas réussi à prendre l'échappée. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il avait vraiment coché l'étape. De toute façon, il joue plus le général. Il a quasiment très peu joué le général dans sa carrière, Michael Woods. Parce que je pense que c'est pas ce qu'il aime. Parce qu'il a peut-être du mal à être concentré tous les jours. Parce qu'il a peut-être du mal à être performant et régulier tous les jours. Par contre, dans ce rôle-là de baroudeur, c'est quand même un coureur qui est assez exceptionnel dans cet exercice-là. Et surtout dans des pentes hyper raides. C'est un coureur qui est très bon dans ce registre-là, Michael Woods. Et c'est vrai que ça fait plaisir de le voir aux avant-postes parce que c'est un coureur qui est sympa en plus, Michael Woods. Et avec une carrière, encore une fois, qui est assez surprenante. Passer de l'athlétisme au cyclisme. Et qu'on s'est un peu foutu de sa gueule à une époque parce qu'il n'était pas le plus à l'aise sur un vélo. C'est un coureur qui a énormément progressé également dans ce domaine-là. Woods, à part un moment où il a raté un bidon donné par son directeur sportif. Et puis qu'il n'a pas connu forcément une année facile, parce que c'est vrai qu'il a été champion du Canada, mais il a assez peu couru, seulement 35 jours dans les pattes. Il n'a pas fait les classiques ardennaises, par exemple. Il a eu une grosse pause. Il a fait le Tour d'Italie, mais ça ne s'est pas bien passé. Il avait abandonné assez vite à cause de cette chute. Et c'est vrai qu'il a repris au championnat du Canada où il s'impose. Derrière, il fait la Classica Saint-Sébastien 8ème. Mais c'est son 4e top 10 de la saison. 4e top 10. Il n'a pas eu tant que ça pour Michael Woods. Donc, vraiment content pour le Canadien. Et puis, c'est encore une belle victoire. On va regarder dans les 16 victoires ce qu'il y a dans son palmarès. Il y a donc un championnat du Canada, 3 étapes du Tour d'Espagne, qui était la 2e victoire dans sa carrière. Donc un Milan-Turin, une étape de Tirreno. Vous avez une étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. La route d'Occitanie en 2023 et 2022, qui est une course qui lui a énormément réussi à chaque fois le gain de l'étape numéro 3. Une étape du Tour de France l'année dernière aussi. Ce sont des belles victoires. C'est vrai qu'il avait commencé en première victoire en 2015 sur le Larry Miller Tour de l'Utah et il n'avait pas gagné entre 2015 et 2018 avant cette fameuse étape de la Vuelta. L'étape de la Vuelta où il avait battu Dylan Tuns à l'époque et maintenant son équipier qui était dans l'échappée du jour, David de la Cruz et Maika. C'était du côté du Balcón de Biscaya qu'il s'était imposé ce jour-là où il y avait eu aussi une grosse bagarre entre les leaders en passant. Et voilà, c'est un coureur qui a un beau palmarès. Lui, Woods, il pourra se dire à sa fin de carrière, à 37 ans, enfin 38 l'année prochaine, il pourra dire j'ai réussi ma carrière de cycliste. Pourtant, commencé tard, mais j'ai réussi à faire ça, à m'en sortir et à faire du bon boulot. Donc, il pourra être content du côté de sa carrière chez les pros. Et puis, voilà, très content de sa victoire. Parce que en plus j'avais misé sur lui il y a 2 jours, donc j'étais content, j'avais misé sur lui. Roglic, mon Carapace a été une chouille moins bien, mais j'avais misé sur lui en cas d'échappée. Content que ça marche. Des fois je me plante, mais quelques fois j'arrive à avoir les bons résultats. Allez, 2e, Mauro Schmid. Pourquoi Mauro Schmid ? Déjà parce qu'il est dans l'échappée hier et qu'on le voit énormément à l'attaque sur ce Tour d'Espagne. Lui aussi, c'est un coureur qui a un peu souffert cette année parce que il était l'année dernière à Soudal Quick-Step. Il finit avec des très très bons résultats à la Soudal Quick-Step. Et je m'étais dit, moi, Mauro Schmid, je vous avais dit que c'était l'un des coureurs à suivre du côté de la Jayco Alula. Début de saison, vraiment pas dingue. Il reprend en finale assez tard au mois de mars. Sur les classiques ardennaises, il n'est pas top. Il a vraiment commencé à faire décoller sa saison au mois de juin, Mauro Schmid. Avant le mois de juin, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Préparation atypique pour cette Vuelta parce qu'il est passé par le Tour de Slovaquie et l'Arctic Race of Norway. Donc c'est quand même une prise de risque de passer par l'Arctic Race of Norway parce que souvent il ne fait pas très beau sur cette épreuve et il ne fait pas très chaud en plus. Et là, c'est sa 3e échappée. Il était échappé à Cazorla à l'étape d'hier et aujourd'hui.
Et puis il avait fait un bon chrono, Mauro Schmidt, hein, ce qui nous avait dit, bon, les jambes doivent être pas mal. Et là, deuxième place. Alors oui, il n'y a pas encore la victoire. Lui qui s'était imposé sur le Tour d'Italie en 2021. Mauro Schmidt devant Alessandro Covi. C'était l'étape des Bianche. On était parti dans l'échappée. Ça s'était fini au sprint entre les deux. Ça avait été un gros match entre ces deux coureurs. Il y avait déjà Gugelmi dans l'échappée ce jour-là. Il n'y avait pas par contre Michael Woods. Mais Mauro Schmidt, c'est un coureur qui est jeune, prometteur. Et c'est vrai que je m'étais dit en 2024, on en avait parlé un peu, je m'étais dit, est-ce qu'il n'a pas le syndrome d'après Quick-Step? Parce que moi je pensais que c'était un coureur qui avait besoin de changer d'air. Je vous en avais dit, je crois, 2-3 reprises déjà que pour moi c'était un coureur qui devait changer d'équipe. Et j'avais dit, putain, c'est un coureur qui est très très prometteur, donc faut tenter le coup. Et chez Soudal Quick-Step, il n'avait pas forcément les coups des franches. Et pourtant, il avait vraiment explosé à ce moment-là. Et je m'étais dit, bon, Jai Koualoula, c'est une structure intéressante pour lui. Il n'y a pas forcément son profil en plus de coureur. Il y a Michael Matthews, mais lui, il grimpe un peu mieux que Matthews, donc ça peut vraiment bien compléter l'équipe. Et le début de saison n'avait pas été top. Et j'avais dit, ouais, c'est peut-être le syndrome après Quick-Step, parce qu'on a vu des coureurs parfois avoir beaucoup de mal une fois avoir quitté Quick-Step. Ça touchait un peu plus les sprinters, hein. Je pense notamment à Viviani qui avait souffert, mais même Sam Bennett par exemple avait eu du mal après Quick-Step. Et là, il a été bon, Mauro Schmidt. Coureur qui a commencé chez Swiss Racing Academy, l'ancêtre de Tudor, enfin la structure qui a servi un peu de Tudor, et puis il est passé chez QBK. C'est un coureur qui avait connu en 2020 une situation assez atypique. Il avait eu un contrat qu'en mars, c'est-à-dire que Swiss Racing Academy ne l'avait pas conservé à ce moment-là. Il a commencé en même temps qu'il a commencé dans la structure. Il y avait Bisseger par exemple dans cette formation-là. Il y avait Lucas Reg, Alex Fogel également, le Suisse. Et puis, pas forcément de... Enfin voilà, il avait été champion de Suisse, espoir, mais pas forcément de grands résultats derrière. Et puis ensuite, il était parti chez Léopard. Il avait été recruté assez tard chez Léopard, donc voilà, au mois de mars, où là, il y avait eu des résultats, notamment une 11e place au Tour de Luxembourg, pardon. Présent également sur le Tour de République tchèque ou sur le Tour sur le Tour de République tchèque, pardon. À ce moment-là, il était avec Miguel Heidemann, par exemple dans cette formation, Arthur Klukers ou Maseyuk. Aussi grosse formation de Continental jusqu'à l'année dernière, parce que c'est une équipe qui s'est arrêtée, l'équipe Léopard. L'année dernière, il y avait encore Heidemann qui était encore là. Sogard, Teutenberg qui était également dans cette structure par exemple, Tom Paquet aussi, mais c'est une équipe qui depuis s'est arrêtée, voilà, ce qui est toujours compliqué, hein, les grosses structures comme ça de Continental, parce qu'il n'y a pas forcément les revenus qui suivent. Roglic, maîtrise aujourd'hui de Roglic. C'est vraiment un type d'arrivée qui lui convient, pour moi, Primoz Roglic, parce qu'il y a de la pente, il y a du pourcentage, c'est un peu tout ce qu'il aime, Primoz Roglic, donc je m'attendais à ce qu'il veuille faire un coup aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que les écarts soient quand même aussi gros au final, parce que quand on regarde même des coureurs qui ont passé une bonne journée, je pense à Landa par exemple, il se prend quand même plus de 30 secondes dans la tête par Roglic. Ce qui est énorme. Il faut savoir qu'ils ont commencé la montée avec quasiment 16 minutes 20, 16-25 de retard à ce moment-là sur Wood. Ils ont monté 6 minutes plus vite que Wood. Les 4-5 derniers kilomètres. Ça a été impressionnant le rythme vraiment des derniers 15 km imprégné et mis en place par la Bora. Mais voilà, Roglic aujourd'hui il voulait faire la différence et il a fait la différence parce que certes il est toujours pas maillot rouge, mais c'est presque mieux parce que ça laisse encore le poids de la course à la Décathlon. Et par contre il a maintenant 1,40 d'avance sur Mas. Carapaz est à 1,45 quasiment. Landa
est à 2 minutes. Oui, il est même à plus d'une 45, Carapaz. Il est à 1,50, 53, pardon. 1,52. Rodriguez est déjà à 3 minutes quasiment, comme Lipovic. Gaudu est à 3,30. Qu'il a fait les écarts sur ses adversaires directs. Et on a bien compris que Ben O'Connor, ça va pas tenir le maillot rouge jusqu'au bout. Donc il a fait l'étape importante, l'étape qui va marquer aussi ses adversaires. Parce que la différence qu'a fait aujourd'hui Roglic, les adversaires ce soir à l'hôtel, ils prennent un coup. Parce que quand tu as Enric Mas, quand tu Carapaz, tu vises la victoire sur cette Vuelta plus que le podium. Carapaz, il a déjà vu le podium de grandes courses, il a même déjà remporté un grand tour. Enric Mas, ça fait déjà 3 fois deuxième. Donc, et tu penses que tu es proche, tu penses que tu n'es pas complètement à la ramasse par rapport à Roglic. Et là, l'écart qui te met dans la tête aujourd'hui, ça fait mal aux dents. Et ça va être dur à encaisser pour ces coureurs-là. Et en plus, il a très bien géré son effort. C'est vrai que certains adversaires se sont un peu plantés dans cet exercice-là. Lui, il s'en est extrêmement bien sorti. Bon, voilà, il ne sert même pas de Lipovic, au final, dans cette course-là. Donc, ça a vraiment été une étape, je dirais, parfaite, voilà, pour le coureur. Et ouais, très très belle journée pour lui. Il peut être vraiment content, Roglic, de ce qu'il a fait. Demain, en plus, c'est pas une étape extrêmement dure. Il y a une arrivée au sommet, mais c'est pas une arrivée au sommet même. On aura une descente, mais c'est pas des gros pourcentages. Donc je pense que ça va surtout encore de nouveau se déclencher dimanche. J'ai un peu baillé, je m'en excuse, mais ça va, je pense surtout être dimanche que ça va un peu s'activer. Peut-être avec l'étape du Culto Negru, où là il y aura une longue montée, parce que c'est 18 km à 7% de moyenne, et en plus il y aura l'alto de la Cola de Yela qu'il faudra prendre à 2 reprises au programme avec des forts pourcentages, et le Culto Negru, la fin est extrêmement dure de nouveau sur les 3 derniers kilomètres là. Et avant, il y aura quand même de la montée, mais les 3 derniers kilomètres sont extrêmement compliqués. Donc c'est là où ça va jouer désormais pour Primoz Roglic, où il peut reprendre le maillot. Je pense que Ben O'Connor, dimanche, n'aura plus le maillot rouge après cette journée-là. Mais bravo Roglic. Et puis je voulais terminer avec Carlos Rodriguez. Pas mal aujourd'hui Carlos Rodriguez. Le réalisateur ne l'a pas montré. Mais au niveau du maillot blanc, il reprend un petit peu d'avance sur Lipovic. Alors c'est pas grand-chose, c'est une dizaine de secondes. Mais il est pas très loin d'un lambda. Il est devant Enric Mas, il est devant un Sepp Kuss aujourd'hui, devant un Félix Gall. Donc très très belle étape de Carlos Rodriguez. Lui qui avait eu du mal sur les premiers jours de course, il a bien trouvé le rythme, il a retrouvé une condition physique intéressante. Donc ça peut faire top 5, Rodriguez, voire peut-être mieux. Parce qu'imaginons un Enric Mas ou un Carapaz se plante complètement pour le podium, ça peut faire la différence, parce que il a combien de retard Rodriguez? Il a 4,12. Ouais, Mas est une 11 devant, donc une 11 ça reste rattrapable largement. Et puis Carapaz, il a 1 minute, donc si on enlève Ben O'Connor, qu'on considère que Ben O'Connor fera pas podium, oui, il est totalement dans la course pour le moment, Rodriguez, pour un podium, ce qui sauverait la course de la Ineos, parce que jusqu'à maintenant ça n'a pas été si facile que ça pour cette formation. Mais Carlos Rodriguez très très bien sur cette Vuelta pour le moment, donc je voulais le signaler. Les bonnes dames du jour, UAE. UAE, parce que même si on exclut la chute qui leur coûte la victoire peut-être d'étape, encore une fois, je ne suis pas sûr que McNulty avait la capacité d'aller chercher Woods et Jebel non plus. Mais c'est vrai que ça leur pète complètement la stratégie, parce qu'on avait bien compris que Soler était là pour aller chercher les points du classement de la montagne. Dans un premier temps pour défendre Yates, et dans un deuxième temps pour se dire moi aussi je peux aller jouer ce classement de la montagne. Mais pour moi, UAE, déjà ils sont à 3 dans le groupe, ils ne gagnent pas l'étape. Ça fait toujours un petit peu mauvais genre, mais encore une fois, Woods me semblait très fort.
Ils n'ont pas réussi du tout à contrer Van Aert au niveau des points de la montagne. Et surtout, à partir du moment où on nous indique à plusieurs reprises, Adam Yates ne joue pas le général. Pourquoi ça fait pas 2 jours qu'Adam Yates ne perd pas 5 minutes par 5 minutes? C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. On nous dit Yates joue pas le général. Moi je veux bien être d'accord, Yates joue pas le général. Mais quand tu joues pas le général et que tu es 10e du général, il y a un problème. C'est-à-dire que si tu joues véritablement pas le général, il faut être plus loin si tu veux partir en échappée. Or, là aujourd'hui, il est trop proche pour partir en échappée. Ils sont pas fous non plus chez UAE. Donc c'est impossible. Mais dans ce cas-là, c'est impossible aussi de défendre un maillot de classement de la montagne. Et surtout, si il voulait défendre vraiment ce maillot du classement de la montagne, il fallait pas laisser partir Van Aert. C'est quand même dommage. Un maillot de classement de la montagne, c'est quand même un maillot distinctif. Pour le moment, UAE, sur cette Vuelta, je suis pas sûr qu'ils arrivent à récupérer grand-chose. Un maillot distinctif, c'est quand même pas mal en termes d'image. Voilà, pour la formation Emirati, ça permet toujours d'attirer un petit peu l'œil. Donc c'est toujours bon pour un sponsor. Mais dans ce cas-là, Adam Yates, il fallait qu'il perde du temps. Il fallait qu'il perde du temps volontairement. Sauf qu'il s'accroche. Même encore aujourd'hui, il s'accroche. Sauf que, on voit bien qu'en montagne, oui, il n'est pas en capacité, je pense, forcément de tenir la cadence. Enfin, il n'est pas en capacité de faire mieux que 8e. Donc après, quand tu t'appelles Adam Yates, quand tu t'appelles UAE, est-ce que tu te contentes d'une 8e place, en sachant que pas très loin derrière, tu as Sivakov, ou est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir un maillot du classement de la montagne? Je pense que c'est peut-être plus intéressant d'avoir un maillot du classement de la montagne. Mais dans ce cas-là, il faut perdre du temps. Il faut perdre du temps, et puis surtout, une fois que tu as perdu ce temps-là, il ne faut pas rater les bonnes échappées. Mais bon, comme il n'avait pas perdu de temps, il ne fallait surtout pas laisser partir Van Aert. C'est-à-dire qu'un groupe avec Van Aert, fallait rouler. Donc soit on ne voulait pas défendre ce maillot, là encore, on va nous dire que c'est pas notre objectif, et dans ce cas-là, c'est quoi votre objectif? C'est vraiment que les victoires d'étape. Quand je regarde l'effectif de départ, alors je sais bien qu'on a perdu Almeida, mais se contenter des victoires d'étape, je trouve ça petit joueur. Et puis en plus, se contenter des victoires d'étape, moi aujourd'hui, c'est encore raté. C'est-à-dire si c'était ça l'objectif, c'est encore raté. Alors certes, il y a la chute de McNulty et de Jevine, mais encore une fois, ces deux-là, je ne sais pas s'ils auraient été en mesure de suivre au bout. Ça m'intrigue quand même un petit peu. Et c'est surtout, je trouve qu'en termes de stratégie, c'est encore incompréhensible parce que on nous dit, on s'en fout du général avec Adam Yates. Sauf que Adam Yates, il s'accroche dans les étapes. On nous dit, Adam Yates, il s'en fout du général. Oui, mais ce soir, il est encore devant Sivakov. Il est encore dans le top 10. Et dans un top 10 où il est, si on regarde bien, il a combien de Mas? Mas est à 3 minutes. Lui, il est à 5. Donc, il est que 2 minutes derrière Mas. Donc, forcément, s'il attaque, il essaie de partir dans une échappée. Movistar roule. Decathlon va peut-être rouler. EF va peut-être rouler aussi parce que c'est un coureur qui peut être dangereux. Soudal va peut-être rouler. Donc s'il veut partir en échappée, il aurait fallu qu'il soit au niveau de... regardez au niveau de Terrada. Terrada, ce soir, il est à 20 minutes. Ah ouais, là, c'est plus dangereux, 20 minutes. Il fallait qu'il soit à ce niveau-là. Woods, il était à 23,59, donc il était à plus de 30 minutes. Il fallait perdre 10 minutes au moins sur les 2 dernières étapes. C'est pas ce qui a été fait par Adam Yates. Et là, il peut toujours pas partir en échappée. Donc soit il nous ment et il joue le général, soit il joue pas le général, mais alors il le fait très mal. D'un côté comme de l'autre, c'est flop. Et Sivakov, il est toujours loin au général. C'est-à-dire que si on se contente que de Sivakov, il est 13e, il a 6,31. C'est-à-dire qu'il est presque 1,20 derrière Adam Yates. Il y a Skelmose en plus devant lui. Là, en ce moment, il ne tient pas la cadence de Skelmose ni de David Gaudu en passant. Donc le top 10 semble compliqué avec un Sivakov. Mais bon, dans ce cas-là, il faut le dire si tu ne joues pas le général. Mais là... Pour l'instant, je trouve que leur stratégie à UAE, elle est assez incompréhensible et je trouve qu'ils font une mauvaise journée parce que d'un côté, ils perdent le maillot à poids, ils ne gagnent pas l'étape parce qu'ils consomment beaucoup d'énergie avec Marc Solé quand même, mais encore une fois, ils tombent sur un adversaire qui est coriace. McNulty, il tombe, on ne sait pas trop s'il va repartir demain. Jevine, ça semblait moins problématique pour Jevine, McNulty il a quand même pris un sacré coup à la tête. Il semblait même un petit peu perdu, mais il a mis du temps avant de repartir. McNulty, je pense qu'on a quand même dû prendre un peu de précaution chez UAE. Et Adam Yates, il est toujours placé au général. Donc, encore une fois, une stratégie incompréhensible du côté de cette formation. Parce que tout ce qu'on nous indique en interview, soit c'est faux, soit c'est très mal fait. Dans un cas comme dans l'autre, c'est bonnet d'âne.
Deuxième, O'Connor. Oui, bah déjà il va pas garder le maillot, je pense dimanche. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Vu la difficulté de l'étape de dimanche, il n'aura pas la capacité de tenir. Mais je me pose même des questions sur sa capacité à tenir top 5. Parce qu'il perd quand même tous les jours beaucoup de temps sur Roglic, mais même sur les adversaires du top 5. Là aujourd'hui, c'est presque l'un des derniers grimpeurs qui joue le général. Je crois qu'il n'y a que Dunbar qui est derrière lui. Dunbar joue moyennement le général, on va pas se mentir, mais c'est compliqué. Il était très fort il y a quelques temps. Est-ce qu'il n'est pas déjà dans une chute de pic de forme du côté de Ben O'Connor? Peut-être un peu de fatigue aussi. Et puis, vu comment il a fini son Giro, je ne suis pas très rassuré pour le top 5. Le top 10, il ne va pas falloir non plus trop traîner en route. Et je comprends totalement pourquoi du côté d'AG2R, on laisse Félix Gall tenter sa chance. Parce que là, il y a un moment, Félix Gall, c'est une possibilité pour lui, c'est une possibilité pour l'équipe de faire top 10. Ben O'Connor, même le top 10, ça va quand même pas être évident parce que il perd des grappes de secondes tous les jours sur les adversaires de ce classement. Alors même s'il avait 5 minutes, au rythme où il va, les 5 minutes, il va plus. Enfin voilà, il n'a plus qu'une 20 sur Roglic, mais même sur le podium a 3 minutes. Là aujourd'hui, il perd 2. Dimanche, il peut reperdre 2. Donc le podium, ça sera quasiment mort après, parce que la dernière semaine, elle est ardue. Notamment l'étape numéro 20 qui va être extrêmement compliquée. Il y a plus de 5000 mètres de dénivelé positif, c'est l'étape peut-être la plus dure cette année sur un grand tour. Donc ouais, c'est pas l'idéal. Et c'est aussi le problème du maillot rouge, c'est qu'il faut comprendre que le maillot de leader, alors déjà il faut le défendre, mais c'est un maillot qui est très contraignant parce que Ben O'Connor tous les soirs il rentre plus tard que ses adversaires. La récup, les interviews, les médias, il y a tout un protocole autour du maillot rouge. Primoz Roglic, certains jours, il a dû faire aller 4-5 interviews, puis ensuite il s'est cassé dans le bus. Plus de récup. Plus la journée de repos. La journée de repos de Ben O'Connor n'a pas été de tout repos pour faire une répétition, parce que très clairement, il a fait aussi énormément d'interviews. Donc il a peut-être passé 1 heure et demie à faire des interviews par visioconférence. Et tu rajoutes, à un moment ça explose. C'est pas simple de garder un maillot de leader longtemps. Vous savez, la performance qu'a fait Pogacar sur le Tour d'Italie, alors même si on va me dire les adversaires sont tellement forts que Pogacar, oui, mais il faut la tenir, la cadence. Et la cadence de récupération. Donc, voilà, la performance de réussir à tenir un maillot 20 jours, c'est pas évident sur un grand tour. Et là, je pense que Ben O'Connor, il est en train d'en subir les conséquences. Puis je termine avec Enric Mas. Mauvaise gestion de l'effort aujourd'hui pour Enric Mas. C'est pas la première fois que je dis ça de la part d'Enric Mas. Ouais, mauvaise gestion de l'effort parce que faut pas se mettre dans le rouge sur une montée comme ça. Sur une montée comme ça, faut prendre son rythme. C'est 5 km, il y a tellement de pourcentage que tu vois, c'était 4 minutes du kilo. Donc c'était quand même une montée de 20 minutes. Ça doit durer plus de 20 minutes à l'arrivée quand même, cette montée finale. Même pour les leaders. Tu peux pas te mettre dans le rouge sur une montée pareille. Faut être dans son rythme, dans son coup de pédale. Parce que sur des montées comme ça, tu te mets dans le rouge, c'est l'enfer. Il y a ces montées et il y a aussi des étapes où il fait très chaud, quand il y a un temps caniculaire, où c'est compliqué à gérer. Et la Mas, il s'est mis dans le rouge tout seul. C'est dommage, du côté d'Enric Mas. Mais je pense que ces problèmes de gestion de l'effort font que c'est aussi un coureur aussi frileux, Enric Mas. Parce que c'est quand même pas un énorme attaquant, l'Espagnol. Et je pense que c'est parce que souvent, il se met dans le rouge. Et comme il n'a pas envie de se mettre dans le rouge, il décide de suivre à tout prix, mais pas forcément d'attaquer. Parce qu'il a peur, comme Gaudu à une époque avait peur aussi de se mettre dans le rouge. Parce qu'il avait eu plusieurs fois des grosses casses. Mas, je pense qu'il a cette peur-là, intrinsèquement, et qu'il n'a pas envie d'attaquer dans tous les sens, parce qu'il a peur de souffrir, de subir sur ce type d'étape. Et là, aujourd'hui, ça a été quand même très compliqué pour le coureur espagnol, et oui, une mauvaise gestion de l'effort. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Roglic, il n'est pas facile à suivre. Quand il décide d'accélérer, c'est pas simple. Et fallait pas se mettre dans le rouge, parce que sur la fin, Carapaz remonte, tu vois, Carapaz qui a lâché très vite, qui s'est mis dans son rythme, il remonte, et pourtant je pense que Carapaz n'était pas dans un grand jour
Encore une fois, c'était 48 heures après sa chute. Chute qui a coûté cher à Decathlon. Hein. 4 cartons jaunes, je crois 2100, 2200 francs suisses à payer. C'est pas évident. Alors, je sais plus quel est le taux de conversion. Attends, je vais vous dire ça. Combien ça fait francs suisses en euros. Je crois que c'était 2100 ou 2000. Parce que je crois que maintenant c'est un peu mieux qu'à une époque. Convertisseur. Hop, il est où mon petit convertisseur? Alors, en francs suisses, à l'inverse. Et nous, c'est. Non, c'est. Pardon. 2100 francs suisses. En euros, ça fait. Ouais, 2234. 2235 euros quand même à payer. Hein, selon Boursorama. Ça fait une belle petite somme, quoi. Pour une seule étape de grand tour, plus les cartons jaunes, ce qui fait qu'il y a quand même plusieurs coureurs qui sont sous la possibilité d'être exclus de la course en cas de deuxième carton jaune, et aussi Cyril Dessel, qui était dans la boucle, le directeur sportif. Donc ça fait beaucoup. Voilà. Mais bon, en même temps, il ne fallait pas faire des cons. Tout simplement du côté de la Décathlon AG2R. Mais Carapaz, oui, a un peu souffert. Mas, là aujourd'hui, ça a quand même été de mauvaise journée. Et puis à la fin, Carapaz va lui reprendre peut-être. Carapaz, non, il reprend pas de temps sur Mas, mais Mas, il perd 11,52. Oui, il perd une minute hein, quasiment sur Roglic. 58 secondes pardon, aujourd'hui sur Roglic. Donc voilà, l'écart s'est accru. Carapaz est toujours là. Landa est pas très loin non plus. Hein. Landa se rapproche du podium. Donc ouais, pour Henrik Mas, c'est pas une journée évidente. Puis encore une fois, ce problème de gestion de l'effort qui va faire qu'il va être encore plus frileux, je pense, dans les prochains jours. Allez, tout de suite, on regarde les différents classements. On regarde tout de suite le classement de cette étape. Victoire de Michael Woods devant Mauro Schmidt. Marc Soler, Samoumen, Wout van Aert prend la 5e place de cette étape. Donc du côté des leaders, vous voyez Roglic 16e, Landa 18, Skelmose 19. Hein. C'est qu'on n'a pas beaucoup parlé. J'ai oublié de parler de Gaudu aussi. Mais il est en top pour moi comme Rodriguez. Hein. J'en ai pas parlé, mais il est en top pour moi. Et Skelmose, c'est pas mal aussi. 11,32, 11,38, 11,38. Alors après, Skelmose, c'est aussi un type d'arrivée qui lui convient bien. Lipovic, c'était pas mal aussi. Hein. 11,49. Et puis, on descend ensuite sur les derniers de l'étape. Rémi Rochas, hein, ça va pas fort pour Rémi Rochas. Ça fait plusieurs jours qu'il est dans les derniers. Il est Schkelin, Tom Paco aussi dans les 3 derniers. Donc, abandon de Michel Ries du côté d'Arkea. Avec son grand gabarit, ça devait pas être idéal dans la montée finale. Et Beret et Lastra qui, eux, n'avaient pas pris le départ. Le général, donc grand changement. Ben O'Connor qui n'a plus qu'une 21 d'avance sur Roglic, 3,01 sur Mas, 3,13 sur Carapaz, 3,20 sur Landa, Rodriguez 6e, Lipovic 7. Félix Gall qui passe 8e en étant à 4,42, 4,44 pour Gaudu qui gagne 2 places, devant Adam Yates qui en perd 2. Et puis Skelmose qui gagne une place, Bennett en perd 2 également. Deuxième français de ce classement, c'est Guillaume Martin qui est 16e à 9 minutes 02 juste derrière Sepkus. Et puis la lanterne rouge, c'est Tim Naberman qui a 2 minutes désormais d'écart avec Oscar Riesebeck. Là aussi, c'est assez serré entre les deux. Du côté du classement du maillot vert, Van Aert a repris encore des points, donc il y a 112 points d'écart désormais avec Adam Grove, donc c'est mort. Pour l'Australien, Bittner toujours 3ème, Tarada Castrillo qui complète ce top 5. Du côté du classement de la montagne, Van Aert prend donc la tête avec 13 points d'avance sur Vines, Soler 3ème, Adam Yates 4ème, Roglic 5ème. Ça serait intéressant de savoir quels coureurs ont déjà remporté à la fois le classement de la montagne et le classement du maillot vert. Je me demande si Jalabert n'a pas réussi à faire ça à une époque, sur la Vuelta par exemple. Mais ça n'a pas dû arriver souvent. Hein. Maillot vert, classement du meilleur sprinter, du classement du maillot par points, du classement de la montagne, ça n'a pas dû arriver souvent sur un grand tour. Je dirais que peut-être Jalabert, moi j'irais. D'autres coureurs ont peut-être réussi. Comment il s'appelait le champion du monde, Stéphane Roche. Peut-être fait ça aussi. Peut-être. Ou un Millard aussi, qui était souvent baroudeur. Pas David Millard. J'ai oublié comment il s'appelait son nom, Millard. L'autre. Robert.
Enfin, Robert Millar, quand il était coureur cycliste. Du côté du classement du maillot blanc, Carlos Rodriguez en tête. Il a pris quelques secondes à Lipovic, une dizaine de secondes d'avance sur Lipovic. Skelmose est là aussi, troisième à une 12. Lui, il a repris un petit peu de temps à Carlos Rodriguez. On retrouve ensuite Recitello, Del Toro et donc Max Poul qui recule dans ce classement. Et du côté du classement par équipe, UAE qui ne fait pas la grosse bonne opération du jour en mettant 3 coureurs dans l'échappée, mais toujours en tête avec 38 minutes d'avance sur Red Bull Boransgrohe, Decathlon 3e à 48 minutes, et la Visma et Israël 4 et 5. Alpecin est toujours dernier avec 4h16 de retard, c'est-à-dire 1 heure de plus que la Lotto Destiny. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les Paralympiques. Demain, présentation 7h de l'étape numéro 14. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.